Bienvenue dans ce nouvel épisode du Hands-On Podcast. Aujourd'hui, on accueille François Mongeau. Ça se dit comme ça ? Ouais, ça se dit comme ça. Super. Fondateur de Figer. Donc François, après plusieurs années d'expérience dans le conseil et la gestion financière, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en alliant deux passions, la finance et l'entrepreneuriat du coup. C'est comme ça qu'il a fondé Figer pour aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle sur leur trésor. Complètement. C'est ça, on y est. Avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va super, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec toi, merci pour ton invitation. Top, super, je suis ravi aussi. Ça va être sympa. On a plein de choses à se dire, un produit passionnant et un sujet encore plus passionnant pour les entrepreneurs en général. Avant de plonger un peu dans Figer, dans tout ce que vous avez fait, dans les difficultés que vous avez rencontrées, dans vos succès, etc., on va revenir un peu au début. Ça a été quoi la première étincelle entrepreneuriale dans ta vie ? Et est-ce que tu étais le genre d'enfant à vendre des limonades, à entreprendre très tôt ? Ouais, un petit peu. Moi, j'ai toujours été, je pense, animé par la volonté de créer des choses, de lancer des projets. Et donc, assez naturellement, quand j'ai avancé dans mes études, je me suis rendu compte que j'aimais bien le business. Je me suis dit, c'est sûr, un jour, je créerai ma boîte. En parallèle de ça, j'ai fait une école de commerce. J'étais passionné aussi techniquement par les sujets finance. Donc j'ai commencé ma carrière, comme tu le disais, je fais du conseil, j'ai fait de la banque d'affaires. Notamment, je suis resté quelques années dans les équipes M&A chez HSBC. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette discipline, la gestion financière, les sujets sur lesquels je conseillais avec nos équipes, les directions financières de grands groupes ou leurs actionnariats, c'est-à-dire des problématiques soit de business plan, de financement ou des opérations, fusion, acquisition, etc. En fait, c'était des sujets qui concernaient tout autant les petites boîtes, les TPE, PME. J'avais pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage avec lesquels j'échangeais de ces sujets et je me rendais compte que la réalité, c'est qu'ils étaient entre guillemets à poil sur ces sujets de gestion financière. Ce que je trouvais hyper dommage parce que c'est un facteur de développement ou un facteur qui peut être hyper limitant si tu le maîtrises pas. Et donc je me suis dit, il y a un truc à faire. Et cette boîte que j'avais envie de créer depuis un moment, c'est logique, c'est naturel pour moi d'aller la créer là-dessus parce que ça réunit, comme tu le disais, mes deux passions, finance et entrepreneuriat. Ok, donc ça a été un souhait dès très tôt de te tourner vers l'entrepreneuriat. Quand tu étais plus jeune, tu savais que tu finirais par créer une boîte ou c'était un peu imprévisible, c'est venu par exemple après les études pendant tes premières expériences du coup ? Ouais, je pense que ça, à partir de 15-16 ans, j'ai su qu'un jour je créerais ma boîte. La question c'est de savoir quand et comment. Il y a pas mal de contraintes quand on crée sa boîte. Il faut de l'expérience, des compétences, du réseau, de l'argent, ou parfois un seul des quatre, mais parfois plusieurs. Donc, sortie d'école, j'ai joué la carte de la prudence et donc je suis allé plutôt dans le salariat parce que j'estime aussi que sur ces sujets finance, j'avais des choses à apprendre dans le salariat. Je me suis éclaté franchement dans ce que je faisais, mais j'avais ce truc qui me titillait au fond de moi et donc assez rapidement, je crois que je suis parti à 28 ans de chez HSBC parce que je sentais que, j'y pensais de plus en plus et donc je me dis il y a un moment si j'y vais pas, je vais le regretter, c'est maintenant. Et donc, je me suis pas posé 1000 questions, mais tu vois, il s'est quand même passé entre mes 15 ans et mes 28 ans, 13 ans pendant lesquels je savais que j'allais créer ma boîte, mais j'ai quand même pris ce temps-là. Ouais, pendant le temps où tu as fait mûrir tout ça, et puis à un moment donné, quand c'était la bonne fenêtre, tu t'es lancé, quoi. Ouais. Ok. Comment t'es arrivé dans la finance exacte ? Enfin, ça a été quoi parce que tu m'as dit que tu avais fait une école d'ingé ? École de commerce. École de co, pardon. Ouais. Ça a été quoi, du coup, le point déclencheur pour s'orienter à 100% sur la finance ? Tu as évoqué notamment le fait que tu avais découvert que c'était un sujet qui touchait tout le monde, etc., et qui était, j'imagine, souvent mal adressé. Ouais. Ouais, je pense. Alors, première partie de réponse qui est un peu scolaire, mais j'aimais bien les maths. Et donc, il y a une notion assez mathématique en finance. Tu vois, tu manipules des chiffres. Et je pense que la vraie raison, c'est que en finance, tu as une vision. Je pense que tu es au meilleur endroit d'une boîte pour avoir une vision omnisciente de ce qui se passe dans la boîte. Tu es au courant de tous les sujets, tous les enjeux. Et à la fin, c'est l'objectif d'une boîte, purement et simplement, c'est de gagner de l'argent. C'est la raison d'être d'une boîte. Et sinon, donc, tu as une asso. oui. Et donc,
je veux dire, la gestion financière me permettait, le fait d'être en maîtrise de ces sujets finances me dit, si je maîtrise les sujets finances, je vais juste maîtriser tous les tenants et aboutissants du fonctionnement d'une boîte, parce que derrière, tu as les ramifications, tu vas être obligé de comprendre comment fonctionne le marketing, les opérations, la vente, la R&D, etc. Même si, évidemment, tu gardes une vision assez high level sur tous ces autres sujets. Donc c'est vraiment, je pense, cette pluridisciplinarité et le pouvoir, l'impact que tu peux avoir sur l'ensemble de la boîte qui m'intéressait in fine. Ok, hyper intéressant. Et pour revenir sur ces expériences pro d'avant, du coup, ça a été quoi la plus grande leçon dont tu as tiré de ces expériences et que tu appliques aujourd'hui au quotidien dans ton taf? C'est pas facile comme question, mais je pense qu'un truc que j'ai retenu de chez HSBC, c'est, juste pour me remettre les choses dans leur contexte, la banque d'affaires, c'est un milieu qui est assez particulier, hein, c'est très hiérarchisé, il y a des gros horaires, c'est assez intense, beaucoup de stress. Donc les gens ont tendance à être assez froids et directs, et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de savoir-vivre et de savoir-être, c'est juste que il y a beaucoup de stress et donc mécaniquement il y a des situations où les gens sont assez froids et directs. Une leçon que j'ai retenue de ça, c'est dans un milieu professionnel, faut pas prendre les choses personnellement en fait. Faut pas prendre les choses personnellement. Faut comprendre que les gens avancent avec un objectif business et derrière, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font au travail ne retranscrit pas forcément ce qu'ils sont en réalité. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être exécrable avec ses collaborateurs. Loin de là, il faut faire attention. On passe une bonne partie de notre vie au travail, donc autant faire en sorte que ce soit un lieu agréable. Maintenant, tout le monde a des objectifs et il y a toujours des situations où tu peux, si tu prends trop les choses à cœur, mal interpréter les choses. Et en fait, j'ai vu trop de gens, malheureusement, s'arrêter à ça. Dire, voilà, cette situation-là, ça s'est mal passé. Moi, je veux pas aller au-delà. Alors qu'en fait, potentiellement, il y a plein d'autres choses à découvrir. Donc, si chacun des deux côtés d'une relation professionnelle arrive à faire cet effort de rendre les choses agréables, mettre les formes, etc., et de l'autre, juste ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit en termes de forme, je pense que ça permet d'aller vraiment 4 fois plus loin en termes d'intensité de ce qui est fait dans ce milieu professionnel. Oui, carrément. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper directs, mais quand tu creuses un petit peu, faut chercher l'objectivité dans ce qui est dit, quoi. Et là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps à côté avec ses collègues, à la machine à café ou aller boire un verre, etc. Parce que tu vas au-delà de cette carapace, tu comprends que la personne, elle est hyper sympa, que vous avez des atomes crochus en dehors du taf, etc. Et que du coup, cette relation un peu froide et directe que vous avez pu avoir dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux sens une heure avant, en fait, c'était une discussion de taf. Et je pense que c'est hyper important de savoir distinguer les deux, même si, encore une fois, dans un monde idéal, on doit être capable d'allier l'utile à l'agréable et d'avoir des échanges professionnels qui sont hyper plaisants pour tout le monde. Ouais, après l'idée, effectivement, c'est de faire la part des choses, de comprendre que le pro et le perso, bon, c'est déjà bien différent, et que des fois, tu peux être en conflit sur l'un, pas forcément sur l'autre. J'ai vu que tu avais un associé. Ouais, Geoffrey, ouais. Comment ça s'est passé ? Eh ben, Geoffrey, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. On vient tous les deux de Louviers, en Normandie. Moi, j'ai fait une école de commerce, il a fait une école d'ingénieur, donc on a fait nos études un peu chacun de notre côté. On s'est retrouvés dans le sens où on bossait tous les deux dans le secteur du conseil de la finance après nos écoles respectives. Et du coup, quand j'ai eu envie de monter ma boîte vers 27-28 ans, je lui en ai naturellement parlé avec la petite idée derrière la tête de le motiver à me suivre, parce que j'anticipais que nos profils étaient hyper complémentaires d'un point de vue compétences, soft et hard skills. Et également parce qu'en fait, on se connaissait depuis plus de 20 ans déjà à l'époque, 25 ans maintenant. Et donc, je savais, on n'est jamais sûr de rien, mais
j'avais le très fort pressentiment que on pouvait être un duo qui cartonne et qui a plaisir à travailler ensemble. Ce qui est quand même la base d'une association, et on sait que dans l'entrepreneuriat, l'association, c'est la base du succès. Oui, carrément. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, là, tu es typiquement dans le cadre d'une relation qui est à la fois très personnelle et qui est devenue professionnelle. Ouais. Du coup, comment vous avez géré ça ? Est-ce que vous faites tous les deux très bien la part des choses ? Est-ce qu'il y a eu un chemin des deux côtés pour apprendre à composer ? Parce que j'imagine que des fois, vous êtes en conflit au boulot, et c'est pas forcément le cas dans la vie perso. Enfin, en tout cas, si ça déborde dessus, c'est vite compliqué à gérer. Comment vous gérez ça ? Non, je pense que même en se connaissant aussi bien, il y a un temps d'adaptation. Parce qu'en fait, on avait travaillé ensemble. On avait fait notre TPE au lycée ensemble, quoi. Donc, on n'avait pas travaillé ensemble. Mais même en connaissant très bien la personne, effectivement, dans un cadre plutôt perso, il y a forcément des ajustements à mener dans la manière de travailler d'un point de vue pro. Et ça, c'est, je pense, beaucoup d'humilité respective. Il faut que ce soit équilibré. C'est-à-dire que chacun fasse l'effort de comprendre la manière de fonctionner de l'autre, de comprendre. Nous, on est très scientifique, donc essayer de rationaliser mais pourquoi en fait il aime travailler comme ça. Et derrière de s'adapter pour faire en sorte que les briques s'emboîtent bien les unes avec les autres. Mais clairement, jour 1, c'était pas fluide, mais c'est normal. Donc ça, je pense qu'il faut rassurer tous les entrepreneurs qui s'associent. Il y a une phase d'adaptation, même quand on se connaît déjà depuis un moment. Oui, c'est sûr, et d'autant plus du coup là, dans un cas c'est une phase d'adaptation où on apprend à se connaître, dans l'autre c'est une phase d'adaptation où on apprend à bosser ensemble. Ouais. C'est pas forcément la même chose. Puis il y a un truc en plus, c'est que le début c'est vraiment la phase la plus difficile, parce que à la fois humainement t'es en rodage, t'apprends à connaître l'autre comme je le disais, et puis c'est le moment où tu dois faire les choix les plus importants pour ton business. Nous on construisait un produit. C'était évident vu nos profils, Geoffrey ingé, moi plutôt business, que c'était Geoffrey qui allait prendre la main sur la construction du produit. Maintenant, en partant de zéro, forcément, moi aussi, j'avais une vision de ce que je voulais faire d'un point de vue produit. Donc, j'avais tout le temps envie de donner mon avis sur le produit, sachant que c'était clair que c'était son stream à lui. Donc, il avait fallu qu'on itère vachement pour comprendre les sujets sur lesquels on devait s'autoriser à échanger et les sujets sur lesquels lui, en tant que responsable du développement produit, devait être, entre guillemets, souverain, parce qu'on peut pas non plus se concerter pour des prises de décision un peu micro qui feraient perdre du temps à tout le monde, quoi. Oui, c'est un peu les sujets sur lesquels vous donnez un pouvoir consultatif à l'autre vs un pouvoir décisionnel. C'est d'apprendre à scoper un peu simplement vos périmètres, quoi. Okay. Exactement. Aujourd'hui, du coup, ce qui fait que ça a fonctionné, parce que ça a l'air de fonctionner, c'est plutôt cette complémentarité, c'est cette amitié à la base. Ouais, c'est que je pense qu'on a réussi à... Encore une fois, on est très rationnel dans notre manière de voir les choses, mais notre relation professionnelle est aujourd'hui un actif pour la boîte. C'est-à-dire qu'on sait les forces et les faiblesses respectives de chacun, et on s'est capitalisé dessus. Donc on sait typiquement les sujets sur lesquels l'autre va vouloir donner son avis. Et proactivement je vais les soulever sur mes chantiers à moi, Geoffrey va les soulever sur ses chantiers à lui. Ça permet de se sentir valorisé en tant qu'associé, ça permet d'avoir une transparence, une circulation de l'information, et après on se fait une confiance aveugle sur la grande majorité des sujets. Tu vois, la grande majorité des sujets produits, j'en entends pas parler parce que je sais que je peux lui faire une confiance aveugle, et respectivement sur les sujets business. En revanche, il sait que s'il y a un sujet produit sur lequel je donne mon avis, il va pas soupirer, il va justement tendre ses oreilles particulièrement parce que je le fais pas souvent, et donc il va se dire si il donne son avis sur ce sujet, c'est que ce sujet est particulièrement important pour lui et donc pour la boîte. Je pense que c'est cette confiance respective dans les forces de chacun, dans la valeur ajoutée de chacun qui vraiment dans notre cas fait la force du duo. Ok. Et comment t'as fait du coup au début pour
Justement, tu disais tout à l'heure, tu avais tout le temps envie d'aller mettre le nez dans le produit. Comment tu as fait pour lâcher prise et en fait comprendre que, bon, tu avais ton périmètre et en plus tu étais, j'imagine, très bon dessus. Donc, comment tu as géré ça? Ça a pris un moment. Je dirais que pendant une année, on itérait énormément et je pense que j'ai pas trouvé même avec le recul, je dirais pas que j'ai trouvé la recette magique. Simplement, j'ai compris ce qui pouvait, dans ma posture, être agaçant pour lui, dans la manière d'amener les choses sur ses chantiers. Donc j'ai appris à le faire. Notamment en termes de forme, de la bonne manière, c'est-à-dire pas le faire à tout va dans tous les sens dès que j'ai une idée, mais par exemple regrouper mes sujets sur un petit cahier et une fois par semaine dire bah tiens, est-ce qu'on peut se faire un point produit une fois par semaine au cours duquel je vais te regrouper tous les sujets auxquels j'ai pensé. C'est beaucoup plus confortable pour lui plutôt que d'être interrompu en permanence sur des sujets un peu brainstorming. Et après, comme je te disais, je pense qu'on a été bien aidé aussi au fur et à mesure que on a gagné en maturité sur notre vision. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé très vite une première version MVP du produit. On a itéré énormément avec nos premiers clients, nos premiers utilisateurs. Et du coup, ça nous a permis de co-construire une roadmap produit de manière hyper rationnelle avec nos utilisateurs. Et en fait, du coup, là, on avait des avis objectifs sur comment amener les choses, ou en tout cas comment justifier les choses qu'on voulait faire d'un point de vue produit. Et donc assez rapidement, ce qui s'est passé, c'est ok, t'as une idée, t'as une intuition d'un point de vue produit, bah, en fait ça tombe bien, t'échanges tous les jours, toi ou tes équipes, avec des utilisateurs. Remonte-moi les feedbacks directs des utilisateurs et à ce moment-là, on saura de manière très objective ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Et ce qui est important, du coup, c'est que tu remontes un feedback ou un avis et in fine, c'est lui qui prend la décision. C'est son périmètre sur lequel tu empiètes pas, quoi. Et inversement, j'imagine, sur la strat business. Alors ça, on en a beaucoup débattu avec Geoffrey. C'est à la fin des fins, sur un sujet produit ou sur un sujet business, est-ce que celui qui est responsable du stream prend la décision en cas de désaccord ou est-ce qu'il faut absolument tomber 100% d'accord? Ça peut sembler un peu bullshit comme réflexion, mais en réalité, c'est des sujets qui se posent constamment, des sujets produits sur lesquels moi je vais être sceptique et donc je vois pas forcément l'intérêt d'avancer, ou à l'inverse, je pense qu'il faut absolument le faire et Geoffrey pas. Qui doit décider dans ce cas-là, ou à l'inverse sur les sujets business, comment on fait? Moi, j'étais plutôt partisan de on est un duo, il faut qu'on reste soudés, donc si un sujet semble important à l'un de nous, c'est hyper important que on ait l'unanimité, qu'on soit tous les deux d'accord. Parce qu'en fait, si on n'est pas d'accord, si le sujet est important, il faut qu'on sache se l'expliquer. Derrière, ça va générer de la frustration et potentiellement, ça va créer une bombe à retardement. Geoffrey était plus en mode... Moi, je pense qu'à la fin, celui qui est responsable du sujet a plus de connaissances sur le sujet donné. Il va être plus responsabilisé sur les implications du choix. Et donc, à la fin des fins, il faut avancer. Donc, le responsable prend sa décision et puis tant pis si on n'est pas complètement d'accord, quoi. Comment vous avez tranché du coup? Comment on a tranché? C'est encore un sujet qui est pas... En fait, c'est une question qui se pose de moins en moins. C'est un débat, qui est très philosophique et je lisais encore ce matin un gourou américain de la tech qui disait qu'il fallait jamais s'associer à 50%, enfin à 50-50 parce que justement il fallait pouvoir avancer rapidement dans ce genre de situation. Je pense qu'il y a plein d'écoles sur le sujet. Je pense que nous, dans notre cas, et c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais la force de notre duo, encore une fois, a fait que on s'est progressivement de mieux en mieux aligné sur notre vision. Et en fait, la problématique ne se pose quasiment plus jamais. Et quand elle se pose, en général, ce qui se passe de manière très pragmatique, faire une réponse de Normand, on avait tous les deux raison, mais c'est celui qui est responsable du chantier a plus d'arguments, donc il est plus légitime, et à la fin il arrive à embarquer l'autre. Mais
là où j'ai quand même un petit peu raison, c'est que tant qu'il l'a pas embarqué, et on s'autorise à se challenger jusqu'à ce qu'on arrive à tomber d'accord. En général, on est assez pragmatique, donc à la fin, on dit ok, t'as l'air sûr de toi, t'es plus cultivé sur le sujet, je te fais confiance. Je t'ai fait part de mes doutes, de mes challenges. C'est bon, on avance maintenant. Ok, je pense que c'est une problématique de toute façon que tous les entrepreneurs qui s'associent rencontrent un jour, parce que cette démarche peut-être très américaine de se dire il y en a un qui a la majorité, il pose son veto, elle est conflictuelle en fait. Si à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, t'as celui qui a la majorité qui dit non, de toute façon c'est moi qui décide, c'est bon. En fait, c'est marrant parce que cette recommandation de se mettre à 51-49 dans un duo, on l'avait entendu dès le moment où on a intégré l'incubateur HEC. En gros, quand on a créé Figure en 2020, on a passé les entretiens pour intégrer l'incubateur HEC. C'est une question sur laquelle ils nous ont challengé, on se doutait qu'ils allaient nous la poser. Pourtant, on a assumé, on a dit on est à 50-50. Parce qu'en fait, on voyait pas de manière de le faire différemment. On a le même background, on a le même âge, on se connaît depuis toujours, on a le même niveau d'études, juste on est spécialisé sur des sujets différents, le même niveau d'expérience puisqu'on a le même âge. Qu'est-ce qui va justifier qu'on se met à 51-49 ? Ça va générer de la frustration, en fait, tôt ou tard, même si tu dis que on veut bien, pour la cosmétique, se mettre à 51-49 pour faire plaisir à l'incubateur HEC ou au VC. La réalité, c'est que nous, ça aurait généré de la frustration, alors qu'aujourd'hui, l'équilibre fonctionne parfaitement. Donc, je pense qu'on a, dans notre cas, pris la bonne décision. Maintenant, est-ce que c'est la bonne décision pour tout le monde ? Est-ce que c'est la bonne décision pour un duo qui se connaît peut-être moins ? J'ai pas de conseil universel à donner là-dessus. Ok, hyper intéressant. Tu disais, du coup, vous avez lancé la boîte ensemble. C'est une idée que vous avez eue ensemble ? C'est une idée que l'un de vous deux a eue et derrière l'autre y a contribué fortement, forcément. Mais... En fait, la démarche qu'on a eue, ça a été de se dire, on veut créer une boîte ensemble. On bossait tous les deux dans des secteurs, comme je te disais, conseil, finance. Donc mécaniquement, on a réfléchi à des sujets plutôt dans ce domaine-là. On avait envie de bosser dans le domaine de la tech, donc on a réfléchi aux produits qui seraient intéressants de monter. On a voulu avoir une approche de partir des problèmes plutôt que de dire on va construire un produit et ensuite chercher le problème qui vient résoudre. On va chercher le problème et ensuite essayer de construire le produit qui vient répondre à cette problématique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec des dizaines, des centaines de dirigeants de TPE, PME, start-up, DAF, experts comptables notamment, pour comprendre sur une population de PME, quelles étaient les problématiques de gestion financière qui revenaient le plus souvent. En fait, la trésorerie est revenue comme le sujet, le facteur de stress numéro 1 pour les CEO, le sujet très difficile à gérer pour les CFO dans ces structures-là. Jusque-là, ça ne nous a pas trop étonné. Par contre, ce qui nous a beaucoup plus étonné, c'est la manière dont le sujet était adressé. Soit on utilisait un bon vieux fichier Excel, soit en fait la majorité des gens n'utilisaient rien du tout. C'est-à-dire en fait ils géraient leur trésorerie au doigt mouillé, papier crayon. Je vais consulter mes interfaces bancaires. C'est dont ils se souvenaient. Ouais. Donc en gros je fais pas grand chose et je croise les doigts. Et donc il y a eu un timing de marché qui était que c'était à ce moment-là, on était en 2019-2020, on commençait à pas mal parler de l'open banking et notamment la directive DSP2 qui permettait à des fintechs d'aller récupérer automatiquement les données bancaires des titulaires de comptes bancaires lorsque ceux-ci en faisaient la demande. Donc ça a favorisé évidemment l'émergence de fintech qui ont pu récupérer la donnée bancaire qui jusqu'à ce moment-là a été exclusivement réservée aux institutions bancaires. Et donc c'est voilà ce qui a permis l'émergence de toutes les comptes à tech, fintech qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un boom depuis ces années-là. C'était aussi l'émergence des technologies API qui, d'une manière générale, qui permettent de s'interconnecter entre outils tech.
Et donc, c'était 2 points, 2 barrières technologiques importantes pour nous qui étaient levées. C'est-à-dire, on peut récupérer la donnée bancaire de nos clients, on peut récupérer par API leurs données de facturation client, facturation fournisseur, et donc aller s'interfacer avec des outils partenaires. Donc, en fait, d'un point de vue données, on a tout ce qu'il faut pour agréger toutes les données pertinentes et permettre la construction d'un dashboard qui donne une vision passé, présente, future sur la situation financière de l'entreprise à nos clients TPE, PME. Donc voilà, j'ai fait une réponse très longue pour te dire comment on a eu l'idée, mais du coup l'idée elle est vraiment venue du terrain par ce travail qu'on a fait tous les deux avec Geoffrey en 2019-2020. Ouais, c'était pas une idée qui a mûri pendant plusieurs années jusqu'au moment où tu t'es lancé. C'est vraiment sur la base de la recherche quand vous avez décidé d'entreprendre ensemble. Ok. Et quand vous avez eu précisément cette idée-là, quand vous vous êtes dit on part sur ça, tu te souviens de ce moment-là ? Ouais, en fait, on était encore en poste. On avait pris une semaine de vacances pour bosser sur le sujet, donc interviewer des clients, enfin des clients potentiels, et essayer de commencer à comprendre pour Geoffrey comment est-ce qu'on allait pouvoir construire un produit là-dessus. Donc, essayer de comprendre la DSP2, essayer de comprendre les bases aussi du développement web, parce qu'à la base, Geoffrey était plus data scientist que développeur web, même si aujourd'hui, c'est le CTO de Figure. Ce qui lui a beaucoup servi, du coup, d'être dans la data à l'origine, du coup, j'imagine. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que Figure, aujourd'hui, est un produit qui se différencie dans sa manière à modéliser les flux financiers futurs, parce qu'il a une approche très mathématique financière des flux financiers qu'on projette dans Figure. Ça, c'est un aspect qui est hyper différenciant. Et donc, ouais, on a pris cette semaine de vacances, je crois que c'était en 2019, avril 2019, il me semble. Ensuite, on a mûri le projet, on a tranquillement démissionné, on s'est mis dans les bonnes conditions pour commencer à bosser. Et 2020, on a intégré l'incubateur HEC et on était à plein temps sur le produit. On a sorti une première version du produit très tôt, en mars ou avril 2020, qui était un vrai MVP. Il y a souvent un adage qui dit si t'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard. Nous, je pense qu'on l'a sorti au bon moment. Il y avait plein de lacunes, mais pour autant, l'objectif était rempli dans le sens où on a réussi assez rapidement à gagner nos premiers clients. Ce qui était l'objectif. L'objectif, c'était pas de gagner les quelques centaines ou quelques milliers d'euros qu'on a réussi à aller chercher à ce moment-là tous les mois, mais c'était plutôt d'avoir du vrai feedback de clients qui acceptent de payer et qui ont l'exigence de gens qui payent, même sur des montants symboliques. Ouais. Et du coup, ce MVP, il a très vite pris auprès de ces clients-là, quoi. Ça a été... Parce que aujourd'hui, vous êtes 14, ce qu'on disait avant. Comment ça s'est passé, le recrutement ? Ça a été très rapide ou ça a été un peu plus long Non, on a été vraiment par étapes. Nous, on a levé un peu de fonds, mais pas énormément. Donc, si tu veux, on a une approche qui est à mi-chemin entre la start-up financée et le bootstrap. On a levé en tout 2 millions d'euros à peu près. C'était en 2022, ça ? Ouais, 2020, enfin dernière levée de fonds de 2022. Donc c'est pas mal, mais pour développer un produit comme Figure, c'est pas non plus mirobolant. Hein. On est dans un écosystème où des boîtes qui ont levé des dizaines, voire des centaines de millions. Et donc ça nous a obligés depuis le début à avoir une approche assez lean, assez graduelle. Et donc on a construit une première équipe tech qui était composée de Geoffrey, qui à l'époque avait une pure casquette de CPO. Il gérait la partie product, toutes les specs produits, et il externalisait à des développeurs. Donc il avait recruté en tant que freelance, parce que beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible à une époque où on avait très peu de moyens financiers. Mais des développeurs externes qui traitaient vraiment comme des ressources internes. À tel point que en fait, certains développeurs qu'on avait en 2020 sont toujours avec nous aujourd'hui. C'est les plus vieilles ressources de Figure. Et donc les traiter comme des ressources internes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer du temps sur leur onboarding, leur donner de la perspective d'un point de vue business, mettre en place des routines quotidiennes, hebdomadaires avec eux.
Évidemment, j'aurais dû commencer par là, les faire bosser full-time, c'est-à-dire 35-40 heures par semaine. Donc, on a commencé comme ça. Geoffrey plus, je crois, 2 développeurs à l'époque. C'était après ou avant la phase de MVP? C'est avec cette équipe qu'on a développé le MVP. Ok, donc dès le début. Ouais, dès le début. Je mets une petite parenthèse là-dessus parce que du coup, on me pose souvent la question l'externalisation pour la construction d'un MVP, ça marche, top, c'est bon à savoir. Ça marche sous certaines conditions et en l'occurrence nous la condition c'était que ce soit encadré par un profil technique impliqué à 110%. Et qu'il soit interne pour la connaissance. Ouais, exactement. Là où je vois souvent, je fais la caricature, mais tu vois un duo ou un trio de fondateurs qui ont tous fait une école de commerce, qui ont tous plus un profil du coup comme le mien, pur business, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais par contre ils ont aucune compétence technique, donc ils ont la fausse bonne idée, je pense, de se dire tiens, je vais payer des développeurs externes, je vais leur expliquer ce que je veux faire, et puis comme par magie, on va sortir un produit, on va le vendre. J'ai pas d'exemple à donner de projet où ça a bien fonctionné. En fait, la condition sine qua non, c'est que y ait une hyper implication de quelqu'un qui encadre et qui explique précisément tout ce qui est attendu. Mais je pense que c'est la réalité sur tous les sujets d'externalisation et pas uniquement en produit et en tech, à mon avis. Ouais, clairement. La différence avec la tech, c'est que du coup, dans votre cas et dans le cas de beaucoup de startups, c'est l'actif principal. Ouais. Donc en fait, si tu n'as personne en interne pour contrôler que ce qui est fait va dans le sens d'un actif, donc est maintenable et évolutif, etc., potentiellement, tu mets l'avenir de ta boîte en jeu, quoi. Ouais, complètement. Donc nous, on a eu conscience de ça très tôt. On construit un actif technique et c'est notre ressource la plus précieuse. Donc, il fallait qu'il y ait des personnes en interne qui soient onboardées dessus. On ne pouvait pas se permettre d'externaliser le truc à 100%. Donc cette personne, au départ, c'était Geoffrey. Ensuite, on a onboardé un lead développeur en interne qui est aujourd'hui le bras droit de Geoffrey, qui bosse toujours avec une équipe de 3 développeurs externalisés. Là, on vient d'internaliser une troisième ressource, donc un back-end, enfin lead back-end, parce qu'on a des gros enjeux back, et on a toujours du coup ce trio externalisé. Donc en tout, une équipe de 6 personnes, mais sur laquelle tu vois, on a progressivement onboardé des gens en interne à raison de une personne tous les ans, voire tous les 2 ans. Ok. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu racontes depuis le début, c'est que ce qui a l'air de driver quand même, alors le début de cette aventure et peut-être la suite, tu l'as dit beaucoup, c'est le pragmatisme. Ouais. Et ça se ressent dans vos décisions, notamment sur le recrutement. Tu vois, généralement les startups, elles vont directement lever des fonds, elles vont chercher à internaliser directement. Vous construisez une solution financière et l'approche est aussi pragmatique par rapport à ce point-là, j'imagine. C'est-à-dire que toutes ces décisions-là, elles ont été faites de j'externalise parce que pour l'instant je peux pas ou ma priorité n'est pas internalisée. Donc ouais, c'est... Ouais, complètement. Comme je te disais, on est dans un écosystème où pas mal de boîtes ont levé beaucoup d'argent. Il y a pas mal de super produits qui se montent, soit concurrents directs de Figure, soit concurrents indirects ou partenaires. Toujours est-il que l'écosystème, il fourmille de solutions. Et donc, quand tu lèves moins d'argent, nous on a levé, comme je te disais, que 2 millions d'euros. C'est déjà beaucoup, mais en fait, en comparaison, et pour construire un produit comme Figure, c'est assez peu. La seule manière que tu as de te différencier, c'est que 1 euro de capital crée un maximum d'euros de valeur économique. Et c'est le seul truc qui te permet de te différencier parce que en valeur absolue, tu te retrouves face à des concurrents qui ont 10 fois, 50 fois, 100 fois plus de moyens que toi, qui vont du coup pouvoir faire beaucoup plus de choses, entreprendre beaucoup plus de projets.
là où tu te différencies. Donc c'est vraiment en termes de ce que tu disais, pragmatisme, efficacité, productivité au quotidien. Et donc ça, c'est nos combats opérationnels à Geoffrey et à moi sur nos chantiers respectifs et avec nos équipes respectives pour créer un maximum de valeur avec un minimum de moyens. Et puis après, il y a aussi une question de vision, de stratégie. C'est en fait, tu as levé 100 fois moins, tu as une équipe qui est 10 fois, 100 fois plus petite que tel ou tel concurrent. En fait, comment tu vas te différencier en faisant certaines choses différemment de lui. Parce que c'est sûr qu'en fait, si tu fais tout pareil, juste il a 100 fois plus de moyens. A priori, s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas mauvais. Donc à la fin ils vont forcément être meilleurs. Donc la question à se poser, c'est comment toi t'es entre guillemets plus malin en allant faire des choix un peu audacieux, des positionnements plus spécifiques. Et c'est ça typiquement qui nous amène aujourd'hui à avoir un développement axé vraiment gestion et prévision de trésorerie. Ça nous permet d'être parmi les meilleurs du marché sur la gestion et la prévision de trésorerie, là où il y a des solutions qui essaient de couvrir beaucoup plus de sujets, solutions que je vais appeler all-in-one. Tu vois, on peut citer des acteurs comme Penny Lane, Conto, Axonote, etc. Super produit, ils couvrent plein de fonctionnalités sur lesquelles nous, on n'est même pas positionnés. En revanche, sur les sujets gestion de trésorerie, ils sont évidemment, et heureusement pour nous, moins bons. Je vais te le dire différemment, on est meilleur parce que nous, on fait que ça, et on est axé que là-dessus, et ça nous permet de nous différencier. Parce que toutes les boîtes... Est-ce que vous allez plus loin aussi sur le sujet? Ouais, on va beaucoup plus loin et on s'assure au quotidien, en itérant uniquement sur ce sujet-là avec nos utilisateurs, que on maintient toujours 3 crans d'avance par rapport à tout le reste de la concurrence sur ce sujet-là spécifique, parce que c'est notre spécialité à nous. Ok. Tu mentionnais des concurrents. Bon, on imagine parmi les principaux, il y a Agicap. Ouais. Moi, c'est marrant parce que j'ai été client des 2 solutions du coup, donc je connais bien les 2 solutions et notamment la vôtre au tout début et pendant un petit moment quand même. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment finalement 2 acteurs complètement différents sur leur stratégie, l'une avec des levées de fonds assez importantes, du recrutement en masse. Et une politique très différente dans leur strat finalement. Ouais. Vous avez quand même aujourd'hui un outil qui vient les concurrencer directement et sans les mêmes conditions techniques. Finalement, vous avez une équipe qui est en taille réduite par rapport à eux. Comment t'expliques ça aujourd'hui? Eh ben, encore une fois, je pense que on a fait des choix. Aujourd'hui, Agicap, c'est un très bon produit. C'est un produit qui a 2 grosses différences par rapport à nous. Au fur et à mesure de leur levée de fonds, leur recrutement, je pense qu'ils ont été incités à augmenter de plus en plus la taille des clients qu'ils adressaient. Parce que si tu as la capacité à développer le produit à la fin, j'imagine que c'est pour ça qu'ils le font, l'équation économique est d'autant meilleure. Et elle te permet du coup de rationaliser les investissements R&D que tu as fait pour arriver là, grâce au levée de fonds. Et donc ça les a, je pense... orienté vers un positionnement qui est aujourd'hui axé sur des très grosses PME, voire des ETI dans certains cas, et qui laisse du coup tout un segment de marché, TPE, PME. Moi je dis souvent que Figure c'est un produit qui adresse les entreprises de 5 à 200 personnes, libre quasi complètement. Il y a évidemment certains leads sur lesquels, notamment le haut du panier pour nous, le bas du panier pour eux, on peut se retrouver en concurrence. Mais du coup, en fait, au fil des années, chacun s'est créé son positionnement. Et en général, aujourd'hui, une boîte qui va regarder les 2 produits, elle va être assez claire de si elle rentre plutôt dans la case Figure ou si elle rentre plutôt dans la case Agicap. Parce que le produit,
ils délivrent la même proposition de valeur, je pense, qui est de suivre, gérer et prévoir sa trésorerie. Par contre, elle délivre une expérience utilisateur qui est différente parce que, en fait, tout simplement, l'utilisateur n'est pas le même. Figure, ça va s'adresser soit au CEO d'une boîte de 5 à 50 personnes, soit au CFO d'une boîte de 50 à 200 personnes, pour faire simple. Là où Agicap, je pense que dans la plupart des cas, maintenant, il s'adresse à des équipes financières qui sont plus larges. Plus à des groupes. Ouais, c'est ça. Et donc, qui vont vouloir plus de profondeur fonctionnelle, etc., etc. Là où nous, côté Figure, on est vraiment attendu sur le côté hyper simple, hyper intuitif de la solution. Il faut que ça aille droit au but, mais tu traites quand même avec des boîtes un peu structurées, donc il faut quand même avoir un certain niveau de finesse dans ta manière d'adresser les problématiques et de construire tes fonctionnalités. Ok, du coup, finalement, c'est un marché que vous partagez, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes essentiellement deux acteurs dédiés à ça, en tout cas. Sur cette verticale-là, oui. Les Axonote, nous, par exemple, on utilise beaucoup Axonote, qu'on sorti récemment un module de gestion de trésor, mais qui, pour le coup, reste très... ce que tu pourrais faire, finalement, dans un Excel avec une version un peu augmentée. Mais du coup, le marché, vous le partagez assez bien aujourd'hui naturellement, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on adore travailler avec des boîtes comme Axonote parce que donc on est intégré avec Axonote, avec Pennylane, avec en fait à peu près tous les J'ai outils vu de que ce vous aviez type-là. énormément d'intégration. Ouais. Et en fait, pourquoi on adore travailler avec ces boîtes-là? Parce que en fait, comme elles ont un module basique de gestion de trésor, l'utilisateur qui arrive d'Axonote chez Figure, en fait, on sait qu'il a un vrai besoin gestion de trésor, puisqu'il a testé l'équivalent Excel. Et donc, on sait que a priori, il a une vraie problématique et que nous, notre métier, c'est de répondre à cette problématique-là. Et on préfère 1000 fois ça à un client, un trop petit client, tu vois, une boîte de 2 personnes, où en fait la gestion de trésorerie est facile et où en fait il va commencer à s'onboarder, utiliser Figure pour se rendre compte au bout de 3 mois que finalement il n'a pas envie de payer 59 ou 99 euros par mois pour gérer sa trésorerie parce qu'il arrive à le faire de tête. L'utilisateur qui soit était sur Excel auparavant, soit sur un outil comme Axonote ou Pennylane, quand il arrive chez nous, il a une vraie problématique à laquelle on répond parfaitement, non seulement d'un point de vue interconnexion entre les outils, on va récupérer tes flux de facturation client, facturation fournisseur, tes transactions bancaires, donc tout va être automatisé. Et on va ajouter par-dessus ça des fonctionnalités pensées 100% gestion de trésorerie. Ok. Vous vous êtes lancé un petit peu en même temps, du coup, que les concurrents qu'il y a sur le marché aujourd'hui? Ça dépend lesquels. Nous, je te dis, on est arrivé je pense que on est arrivé un peu plus tard quand même que la plupart. Agicap, je crois, était monté en 2016. On s'est lancé en 2020. En fait, après, sur les autres, Conto, pareil, était là avant. Pennylane est un peu plus récent. Je crois que Pennylane a dû se monter en 2019-2020, mais ils ont levé 4 ou 5 millions directement, avec une équipe de 7 fondateurs. Donc forcément, ça accélère les choses dès le départ. Là où nous, quand je te dis, on a monté le truc en 2020, c'est vraiment, on a écrit les premières lignes de code de Figure en 2020. Même si on avait des premiers clients dès mars-avril, sortis du MVP, les premiers, le début de la vraie commercialisation de Figure, c'était fin 2021, quoi, à peu près. Ok, bon, ça a quand même été assez vite, du coup, puis on est tout juste en 2025, donc vous avez quand même été assez vite pour vous faire une place sur le marché. Mais il faut pas, ce que je voulais dire juste avant, c'est qu'il faut pas sous-estimer quand tu construis vraiment un pur SaaS comme on le fait, la phase de conception et développement de la première vraie version de ton produit. C'est pas parce qu'on a sorti un MVP en 3 mois que au bout de 3 mois on était up and running d'un point de vue commercial. On savait que notre travail un peu long. Hein. Ouais, on savait que notre produit était encore fragile, donc si tu veux, avant de mettre des gros moyens en marketing, en acquisition client, on a attendu, je te dis 1 an et demi, parce que sinon on allait investir à fond perdu. Donc on a préféré vraiment constituer notre actif technique avec cette importance de quand même avoir des premiers clients payants qui donnent des vrais feedbacks, mais derrière d'avoir un vrai lancement commercial qui était quand même un peu décalé. Ok. Aujourd'hui, tu penses que la gestion de trésorerie, c'est donc, on l'a dit, un sujet qui est souvent mal adressé par les entrepreneurs, surtout ceux qui viennent pas de ce milieu-là.
du milieu de la finance. Est-ce que tu penses que le chemin entre je gère tout dans ma tête et je mets des outils en place est bien trop long, ou est-ce qu'il peut être fait relativement vite ? Ouais, je pense qu'il y a un vrai manque d'éducation financière chez les dirigeants d'entreprise et que c'est un vrai sujet. Et c'est, nous, une partie de notre mission d'essayer de combler ce chemin et de faire en sorte de démocratiser l'accès à la gestion financière pour le plus grand nombre de dirigeants d'entreprise. En le faisant dans un produit, ça permet de le faire à moindre coût, même si je pense qu'il y a pas mal de dirigeants gagneraient à se faire accompagner d'un point de vue service sur le sujet. Il y a pas mal de DAF externalisés ou équivalents. Ça coûte un certain prix, mais en fait ça crée très rapidement de la valeur, je pense. Ça vient de décharger d'une pression qui est assez folle, de devoir en permanence penser à quand est-ce que quoi va rentrer, à quel moment je vais avoir telle ou telle dépense. Enfin, c'est quand même assez pesant, quoi. Ouais, donc complètement. En fait, il n'y a pas de réponse universelle, mais je dirais qu'à partir du moment où tu es stressé par ta gestion de trésorerie, en général, ça arrive assez vite, à moins d'être freelance ou juste t'as pas de charge, t'as juste des entrées quasiment, et donc tu peux tirer le trait assez facilement. En fait, à partir du moment où tu vas commencer à avoir des employés, des charges fixes, etc., mécaniquement, tu sais que tous les mois, tu dois payer tes charges fixes, à minima tes salaires. Le mois suivant, l'URSSAF qui va avec, puis les prélèvements de TVA, etc., etc. En fait, tu as vite l'impression de savoir faire ça facilement, mais en fait, tout est une question de timing, de décalage dans le temps, d'agrégation des données. À partir du moment où tu te poses la moindre question par rapport à ça, où tu as vécu la moindre mauvaise surprise, il faut avoir une gestion proactive. Soit tu es prêt à mettre les mains un tout petit peu dedans et donc tu vas construire ton Excel ou utiliser un logiciel de gestion de trésor. Évidemment, je te recommande plutôt la deuxième option. Soit, et c'est pas exclusif, mais tu vas te faire accompagner par un DAF externalisé qui va te permettre de te rassurer et te mettre en place un logiciel de gestion de trésor de toute façon. Mais en tout cas, il faut vraiment ne pas subir ce phénomène de la gestion de trésor, se dire je prends le taureau par les cornes, j'ai une vision projective qui me permet d'être proactif par rapport à ça, de ne jamais me laisser surprendre et de faire en sorte que ma fonction finance et ma gestion de trésorerie soit plutôt une arme de développement plutôt qu'une contrainte que je subis. Il ne faut pas que je sois en mode survie par rapport à ça, au contraire. Si je suis en maîtrise de ces sujets-là, je vais pouvoir accélérer opérationnellement sur tous les sujets qui m'intéressent. Ok. Ouais, clairement, nous, typiquement, c'est un sujet qui s'est posé quand on a commencé à être 4-5, tu vois. Avant, ça se pose pas parce qu'en fait, t'as tout en tête, c'est très clair, c'est très simple. Mais le moment où le sujet se pose, du coup, si tu le laisses couler, très vite, je pense que ça a été un sujet qu'on a vite adressé, notamment avec vous, au début, avant de se rendre compte qu'en fait, notre typologie de besoins était bien différente parce qu'elle est basée sur un taux de staffing et sur plein de choses comme ça. Donc finalement elle est d'autant plus mathématique, mais en fait quand tu commences à mettre en place des outils de gestion de trésorerie ou de la vise en tout genre, tu te rends très vite compte d'erreurs monumentales qui en fait si tu les remarques un an plus tard potentiellement te coûtent ta boîte. Ouais. Donc elle est là. C'est toi qui le gères aujourd'hui le côté financier. Ouais, on a beaucoup avec Cyril mon associé, on a tous les deux beaucoup le nez dedans, mais tout ce qui est vise etc, reporting, ouais, c'est plutôt moi. Ok. C'est plutôt moi parce que je suis assez c'est le truc que j'aime faire, donc naturellement en fait c'est ça, c'est soit t'es comme toi, t'aimes le faire et dans ce cas tu vas prendre plaisir à le faire, à mettre le nez dedans et les mains entre guillemets les mains dans le cambouis, soit juste t'aimes pas le faire et il y a des gens juste qui aiment pas cet aspect là, chiffres, gestion etc, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il faut trouver un moyen de se mettre un minimum dedans. Bosser avec un DAF externalisé peut être un moyen de combler cet écart. Ok. Et du coup, j'imagine que tu es très financier. Est-ce que vous utilisez Figer chez Figer ? Bien sûr. ouais, c'est un outil du quotidien. Ok, j'imagine que tu as une vue très millimétrée finalement sur cet aspect-là. C'est un vrai sujet pour toi au quotidien ou chez vous, c'est encore un sujet simple à adresser ? Non,
j'essaie en tout cas d'appliquer mes propres conseils. Donc nous, tu vois, on me dit on est une équipe de 14 personnes, donc c'est largement assez pour avoir une gestion proactive du sujet. D'autant que en tant que startup tech qui a levé des fonds, même si on n'a pas levé des montants gigantesques, on n'est pas encore profitable. Et donc tu as cette notion de mesure de ton cash burn qui est hyper essentielle. Donc là, on a en fait une retranscription de notre plan financier dans Figure. On a en fait le budget, en l'occurrence budget 2025, est rentré dans Figure, c'est-à-dire que le marketing a une enveloppe allouée à différents sous-sujets en marketing. Idem sur toutes les équipes. Et derrière, au mois le mois, on va avoir très facilement, de manière complètement automatisée, une vision budget versus réalisé qui va remonter automatiquement puisque les données bancaires sont branchées automatiquement à Figure. Elles sont ventilées automatiquement en marketing, sous-sujet SEO ou je sais pas quoi. Donc la catégorisation auto. Ouais, bien sûr. Et à partir de là, du coup, tu sais, voilà, en SEO, j'avais prévu de dépenser 5 000 €, je suis à 6 000, j'ai dépassé. Évidemment, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est quand même important d'avoir cette information-là et de savoir qu'est-ce que tu fais les mois suivants. Et derrière, c'est un exercice qu'on va tous les trimestres refaire, c'est-à-dire, ok, on s'est fait un budget pour toute l'année 2025, mais évidemment, les choses évoluent, donc on ne veut pas subir ce budget s'il est plus d'actualité, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va juste plus le regarder et on va laisser le truc de côté. Ça, c'est ta phase de forecast vs ta phase de budget, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Et donc, à la fin de chaque trimestre, on va évidemment se faire la vision rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais surtout, comment est-ce qu'on recale le budget? Je reprends mon exemple du SEO. On avait prévu d'allouer 5 000 € par mois en SEO. En fait, on l'a dépassé tous les mois. Donc, il y a deux solutions. Soit on ajuste le tir opérationnellement, on trouve comment respecter ce budget de 5 000 € et on s'y tient. Soit on assume que c'est des dépenses qui sont bien faites et dans ce cas-là, on augmente l'enveloppe de 5 à 7 000. Mais on peut pas subir le truc un trimestre de plus et dire on laisse à 5 000, mais de toute façon on va continuer à le dépasser tous les mois, ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, faut aller tirer ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si tu commences à faire ça, ton budget sert plus à rien, quoi. Donc il faut se dire, ouais, je passe de 5 000 à 7 000. Par contre, en fait, nous on n'est pas à fond illimité, donc c'est 3 fois 2 000 € que j'ai ajouté ici. Est-ce qu'on va aller chercher quelque part ailleurs, dans le marketing ou dans le produit, ou j'en sais rien, mais c'est des discussions qu'il faut avoir avec tous les responsables d'équipe. Ok. T'as une anecdote un peu financière d'un sujet où tu t'es rendu compte que vous allez dans le mur s'il n'était pas traité et où justement ce genre d'outils vous a aidé? C'est une bonne question. Non, j'ai pas mal d'anecdotes de clients, en fait, Ok. qui au moment... en fait, nous, on a mis en place Figure, évidemment, dès le début. On utilise notre produit parce qu'on aime ça et qu'on pense qu'il est évidemment utile. Ce qu'on voit beaucoup d'anecdotes, en fait, de gens qui... c'est le jour et la nuit entre le avant et après Figure. C'est-à-dire que le jour où ils branchent Figure, ils vont te dire waouh, j'ai payé 25 000 € de frais bancaires l'année dernière. J'en avais aucune idée. J'avais jamais vu ça. Et donc derrière, je vais renégocier avec mes banques, je vais fermer les comptes bancaires qui me coûtent des milliers d'euros qu'en fait j'utilise pas, mais je pensais que c'était pas grave. Donc ça, c'est des choses qu'on voit toutes les semaines, vraiment. Et après, il y a aussi beaucoup de choses liées au comportement de paiement sur les créances clients et les dettes fournisseurs. Notamment côté créances clients, on a pas mal de gens qui,
en branchant leur Penny Lane ou leur Axonote à Figure, vont se rendre compte de postes qu'ils ont en retard. C'est-à-dire, typiquement, je suis une agence marketing ou une agence de dev. Je me rends compte que tel client me paye systématiquement 2 mois en retard, ou même que tel client a plus de 6 mois de retard sur une facture qu'il a sûrement oubliée, et en fait je le savais pas. Donc ça, c'est des choses qui vont sauter aux yeux hyper facilement quand tu vas mettre en place un Figure, et qui, en fait, c'est des sujets où dès que tu vas les traiter de manière proactive, encore une fois, tu vas te donner les moyens de faire remonter du cash que tu vas pouvoir réinvestir ailleurs. Évidemment, si tu as un client qui te doit, j'en sais rien, 30 000 euros, même si tu es en confiance avec lui et que tu sais qu'il va te payer un jour, tu préfères que ces 30 000 euros, si la date d'échéance elle est passée, ils soient dans ta poche plutôt que dans sa poche à lui, parce que c'est des embauches que tu vas pouvoir faire ou de la trésorerie que tu vas pouvoir placer, etc., etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses de ce type-là, très concrètes, très opérationnelles, qui vont te donner du confort et de la flexibilité. Ok, c'est quoi votre sujet chaud en ce moment ? Eh ben, un sujet chaud dans la lignée de tout ça, c'est que nous, on a remarqué que la plupart des boîtes avec lesquelles on bosse, quand ça se passe bien, elles accumulent de la trésorerie sur des comptes courants qui sont rémunérés à 0 €. C'est-à-dire, en fait, les taux d'intérêt qui sont définis par les banques centrales, qui sont de l'ordre de 3% en ce moment, quand tu laisses ton argent sur un compte courant, c'est la banque qui va se rémunérer ces 3% dans sa poche. Puis avec l'inflation, naturellement, tu perds de l'argent, quoi. Ouais, exactement. Donc nous, notre approche là-dessus, c'est de justement éveiller la conscience des dirigeants sur ces problématiques-là, et leur proposer une solution concrète pour, encore une fois, ne pas subir les choses. Donc ce qu'on va faire, on sort là dans les prochaines semaines une fonctionnalité de placement de trésorerie dans Figure qui te permettra en 2 clics de transférer j'en sais rien, 100 000 euros qui traînent sur ton compte courant de manière inutile, de les transférer sur un compte de placement rémunéré entre 2 et 3%. Des comptes à terme. Alors c'est un équivalent de compte à terme, en l'occurrence c'est des produits d'OPCVM qu'on va placer sur des obligations d'État. Donc en l'occurrence, sur de l'euro, si tu veux placer des fonds euros, tu vas les placer sur des OPCVM composés d'obligations de l'État français ou allemand. Et en dollars, idem sur des obligations de l'État américain. Donc c'est des actifs qui sont considérés a priori sans risque. Un rendement garanti. Avec un rendement garanti que tu connais à l'avance. Des intérêts qui sont versés quotidiennement. Et contrairement à la plupart des comptes à terme, en tout cas, une liquidité quotidienne. On a creusé le sujet avec nos clients. Et il y a déjà une certaine lourdeur qui est associée, au moins dans l'esprit des dirigeants, au compte à terme, ou beaucoup de paperasse avec la banque, etc. Il faut laisser les fonds bloqués pendant un certain temps. Le jour où tu veux les débloquer, il y a un délai, donc potentiellement tu vas pas anticiper, tu vas te faire surprendre. Pour nous, c'était hyper important en tant que solution de gestion de trésorerie de pas créer de problème de liquidité, de problème de trésorerie, et donc d'assurer une liquidité quotidienne sur ces produits de placement. Donc on s'est pas mal cassé la tête pour construire les choses comme ça. Et aujourd'hui, on va être capable de proposer cette solution. Donc on est super content parce que c'est un excellent complément de valeur à ce qu'on propose depuis toujours à nos clients, qui est de suivre et prévoir leur trésorerie. Et là, avec cette fonctionnalité, on leur permet de vraiment se mettre en action pour avoir un impact concret sur leur trésorerie future. Donc le placement de trésorerie, c'est une première brique. Les autres briques dans la même veine qui peuvent venir, c'est les aider à aider nos clients à se financer, à trouver les bons financements court, moyen, long terme pour débloquer des projets opérationnels qui leur tiennent à cœur. Et on veut également essayer de se positionner sur les sujets de paiement.
En gros, faciliter l'initiation de paiement directement depuis la plateforme Figure, typiquement pour payer le flux fournisseur, avoir le meilleur comportement possible en termes de paiement fournisseur, toujours dans une optique d'optimiser ton BFR et d'avoir une gestion optimale de ta trésorerie. Ok. Donc finalement, le message, c'est venez chez Figer, on vous aide à gérer votre trésorerie et quand ça va bien, on vous aide à la placer, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, c'est demain la vision, mais enfin, c'est même pas demain, c'est on commence à l'avoir. C'est on veut être une interface, une alternative universelle à ton interface bancaire. En général, nous, nos clients, ils ont 2 banques, 3 banques. Donc au-delà évidemment de la fonctionnalité basique qui est d'agréger tous les flux en un même endroit, les flux bancaires, en plus d'agréger les flux clients-fournisseurs. En fait, la promesse, c'est tu vas avoir une interface utilisateur qui va te permettre de rationaliser le passé, ce qu'en général une banque ne te permet pas de faire, de projeter le futur, ce que la banque ne te permet encore moins de faire, et de prendre, ce qu'on ne fait pas jusqu'à maintenant, des actions qu'une interface bancaire te permettrait de faire. Donc placer ta trésor, te financer ou payer tes clients. Et donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est que demain, l'utilisateur se connecte tous les jours à Figure parce que en fait, toutes les actions qu'il peut vouloir prendre dans son interface bancaire finalement sont disponibles dans Figure, mais avec une expérience utilisateur et une interface qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus riche à utiliser. Ok. Il y a des moments pendant l'aventure où tu as ressenti des doutes profonds, genre où tu t'es demandé qu'est-ce que tu faisais là ou comment ça allait continuer et comment tu t'en es sorti, si oui. Je pense que les moments les plus compliqués, ça a été sur les sujets de financement. Comme je t'ai dit, on a levé des fonds 2 fois, total d'environ 2 millions d'euros. Ce qui est nécessaire pour développer un produit tech comme le nôtre. Ce qui a été difficile, c'est que on a eu beaucoup de mal à être suivi par les VC classiques qui voyaient de loin, évidemment, et je ne leur reproche pas parce qu'ils ont plein de sujets différents à traiter, mais qui voyaient de loin le marché comme hyper saturé. Et qui nous mettaient dans le même sac que Penny Lane, Conto, etc. Et donc forcément, ils ont levé énormément d'argent. Qu'est-ce qui se passe si demain ils veulent lancer de la trésor? En fait, c'est une vision qui me forcément m'agace un petit peu parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous on développe un produit pure player, on est différencié et je pense qu'on est les meilleurs aujourd'hui sur la gestion et la prévision de la trésorerie. Et que en fait chacun son métier. Une équipe comme Penny Lane, ils sont excellents, leur produit il est au top. Pour autant, je les vois pas du tout comme une menace parce que je suis conscient et convaincu de notre force sur notre verticale à nous et je sais que c'est impossible pour eux d'être au même niveau sur le sujet trésor parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter par milliers, mais vraiment parce que ce qu'ils font c'est hyper ambitieux et que nous on a une vision vraiment complémentaire du truc. Et on a des dizaines, je crois même des centaines de clients communs avec Penny Lane et c'est ça en fait qui à toutes les phases du projet, dans quelconque doute qu'on pouvait avoir, m'a toujours rassuré. C'est en fait, on échange quotidiennement avec des clients qui juste ont des étoiles dans les yeux quand ils découvrent notre produit, qu'ils l'utilisent au quotidien et qui nous font les retours sur la valeur que ça leur apporte. Et donc à partir du moment où tu as ça, en fait, toutes les embûches que tu peux avoir sont simplement des obstacles, mais que tu arrives à outrepasser. Ok, donc des difficultés au début à obtenir des financements. En tout cas, c'est sur un marché un peu plus compliqué. Avec ton associé, j'allais dire comme si vous étiez plusieurs. Avec ton associé, du coup, c'est quoi votre vision justement sur le côté bootstrapping, levée de fonds? Enfin, vous êtes un peu entre les deux aujourd'hui. Ouais. On est assez à l'aise avec, c'est encore une fois, c'est peut-être notre côté normand, mais on est assez à l'aise avec le fait d'être entre les deux. Parce que
si je le prends par les deux bouts, ne pas lever, ça aurait été impossible. Tu développes de la tech, donc forcément, tu as des coûts au début, des investissements qui mettent du temps à te rapporter de l'argent. Donc, si tu n'as pas de financement extérieur, c'est juste impossible, l'équation ne fonctionne pas. Donc il fallait lever. Il faut atteindre une taille critique et on est en très bonne voie pour l'atteindre. Là, le plan, c'est que d'ici 1 à 2 ans, on soit profitable. On n'est pas convaincu qu'il faut lever à tout va, tu vois, lever 50 ou 100 millions d'euros. Parce que mécaniquement, tu as des pertes de productivité. Je te dis, on est assez à l'aise, nous, aujourd'hui, avec le fait d'avoir une petite équipe qui est hyper efficiente, hyper productive, et où on délivre un maximum de valeur pour chaque euro de capital qu'on investit. Donc ça nous plaît bien. Et peut-être que sur d'autres projets dans le futur, on sera amené à lever beaucoup plus d'argent. Sur un projet comme Figure, on est assez à l'aise à avoir un fonctionnement hybride où on est partiellement autofinancé par... en fait, nos opérations courantes sont autofinancées par notre ARR. Et par contre, nos investissements tech, produits et nos expérimentations marketing, là, sont financés par des financements extérieurs levés de fonds. Ok. Comment vous avez réussi à créer une aussi bonne vélocité donc pour atteindre finalement le niveau d'acteurs plus importants en termes de taille, etc. D'un point de vue technique, c'est quoi un peu la recette que vous avez appliquée pour... On a beaucoup travaillé. Je pense qu'il n'y a pas... dans notre cas, en tout cas, il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est juste... on a tout fait pour être humble dans l'approche, se dire on veut monter un SaaS, mais on est des spécialistes de la thématique, de la gestion financière, on est des financiers à la base. Geoffrey avait cette appétence produit. Pour autant, ni lui et ni moi, et encore moins moi, avions déjà construit un produit SaaS en développement web. Et donc, on a juste énormément travaillé. Et c'est ça qui nous permet de faire la différence. Donc on a un rôle, je pense, au sein de notre équipe d'exemple aujourd'hui avec Geoffrey pour inculquer ces valeurs de travail, de productivité et d'efficience au reste de notre équipe. Et c'est d'ailleurs un des critères de recrutement. Hein. Nous, on est très clair quand les gens nous rejoignent, on recrute plutôt des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience. Parce qu'on n'a pas une pyramide et la capacité forcément à faire monter en compétences des juniors. Donc on a besoin de gens qui sont déjà expérimentés, déjà opérationnels. Mais on est très honnête avec eux dès le départ sur le fait que malgré leur expérience, oui, ils vont avoir les mains dans le cambouis. Plus que dans pas mal d'autres boîtes où ils pourraient aller ailleurs. Mais par contre, la contrepartie, c'est qu'ils vont être hyper exposés à la stratégie de la boîte, parce qu'on est hyper transparent sur tous les sujets, et à l'ensemble des problématiques de chacune des équipes. Et ça, c'est cette pluridisciplinarité qu'on donne en retour, elle est hyper valorisée. Tu vois, le dev qui a une vision très précise sur c'est quoi la stratégie marketing, pourquoi on le fait comme ça, c'est quoi la vision globale pour la boîte à 5 ans. Évidemment, c'est des choses qui valorisent et qui le font accepter d'être, comme je te disais, un peu plus les mains dedans, hands-on, par rapport à s'il allait bosser, j'en sais rien, je prends un exemple extrême, chez Microsoft, où il aurait un rôle beaucoup plus high level, il encadrerait... finalement. Exactement. Ok. Il nous reste 5 minutes, on a pas mal discuté, le temps passe vite. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui la place de l'IA chez Figure, et c'est quoi l'avenir de la gestion de trésorerie selon toi? Ouais, c'est une très bonne question. La question de l'IA, évidemment, comme tout produit SaaS en 2024-2025, on se l'est posé, on continue de se la poser. Je pense qu'il y a... Nous, on voit plusieurs applications dans le produit. Il y a des applications sur le traitement automatique des données. Comment tu
Tu fais en sorte de traiter automatiquement, notamment toutes les données qu'on récupère, transactions bancaires et factures clients fournisseurs. Comment tu peux les enrichir avec de l'IA, les ventiler automatiquement avec de l'IA, mais dans une arborescence de reporting qui reste la plus personnalisée possible par rapport à la vision du client. En gros, comment tu réunis un couple customisation, automatisation. En général, c'est deux notions qui vont s'opposer. Si tu veux customiser, il va falloir mettre du manuel. Si tu veux automatiser, il va falloir mettre du générique. Je pense que l'IA va nous permettre de réunir le meilleur des deux mondes là-dessus et que ça va être une énorme valeur ajoutée pour nos utilisateurs qui vont pouvoir garder des interfaces hyper personnalisées et les automatiser le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point sur la partie forecast. Comment, en fait, tu arrives à deviner d'un point de vue mathématique ce qui va se passer dans le futur sur une ligne donnée de ton prévisionnel de trésorerie en prenant en compte un certain nombre de facteurs, évidemment ce qui s'est passé historiquement, mais aussi pourquoi pas des indicateurs de marché, etc. etc. Et donc ça, c'est une deuxième couche qui est super importante. C'est-à-dire comment tu vas, d'un coup de baguette magique, proposer une version du prévisionnel qui va être préconstruite par IA. Attention là-dessus, moi je suis convaincu que même dans 20 ans, un bon prévisionnel, ce sera toujours un prévisionnel dans lequel un humain a mis les mains dedans, parce qu'en fait, à la fin, personne n'est dans la tête du dirigeant. Et il y a forcément des éléments qui doivent être repris, relus et réincorporés par le dirigeant ou celui qui a la connaissance opérationnelle dans le truc. Donc, faut pas prendre le truc comme un tout unique. Et ensuite, il y a la troisième brique, qu'on imagine, c'est un coach. En fait, on a beaucoup parlé de services de DAF externalisés précédemment dans notre échange. On imagine demain qu'il y a évidemment pas l'ensemble des conseils, mais une partie des conseils qui pourraient être donnés automatiquement par une IA qui va lire automatiquement les données de ton business dans Figure et qui va pouvoir t'en tirer non seulement des éléments de data visualisation supplémentaires. Tiens, sors-moi un graphique qui me montre l'évolution de je sais pas quoi. Donc toujours plus de customisation automatisée, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi des recommandations proactives. J'en sais rien, tiens, j'ai l'impression que tu dépenses plus que la moyenne des boîtes de ton secteur sur tel truc. Est-ce que c'est un point que tu voudrais qu'on challenge ? Oui, en plus, vous, vu que vous avez quand même une clientèle qui est sur plusieurs secteurs, etc., et beaucoup de données accumulées, finalement, demain, les projections pourraient être tirées de l'expérience que Figure a de son parc client, quoi. Ouais. Voilà, donc complètement. Et pour conclure sur ta question sur l'IA, il y a pas mal de belles choses à faire. Nous, on veut pas se précipiter. L'IA, pour nous, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et donc, on s'en servira tant que l'IA sera un moyen pour nous de bonifier, d'améliorer l'expérience utilisateur qu'on propose à nos clients. Ouais, tu veux pas que ça devienne un argument marketing et en mettre partout, quoi. Non, je vois pas trop l'intérêt. Ok, bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup qui voient les choses comme ça. Ok, c'était super intéressant. Merci François. Merci à toi. Il y a plein de sujets encore que j'aurais aimé aborder. Pourquoi pas à l'avenir. Mais top. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais dire Non, écoute, je pense qu'on a évoqué plein de sujets. En tout cas, j'ai beaucoup aimé notre discussion. Écoute, un grand merci à toi pour ton podcast. J'étais ravi de pouvoir raconter ma vie et les projets qu'on mène chez Figure. Top. Merci François. À bientôt.